Anne Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 55e épisode, Anne Vraz, la cantine numérique de Brest, reçoit Olivier Gauthier, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, chercheur au Lémar, à l'Institut universitaire européen de la mer. Il nous présente ses travaux de suivi de la biodiversité marine au moyen des outils de l'écologie numérique. Bonne écoute. Olivier Gauthier, bonjour. Bonjour. Tu es maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, tu es au Lémar. Ta discipline, c'est la biologie, mais tu attaques la biologie par un certain angle. Oui, absolument, c'est bien ça. En fait, depuis que j'ai rencontré la biologie, je me suis intéressé à des aspects, un peu numériques, un peu, quantitatifs de cette discipline et donc la discipline dans laquelle j'ai été formé, dans laquelle j'ai évolué aujourd'hui, ça a été nommé, dans les années 70, si je dis pas de bêtises, l'écologie numérique. Et donc qui consiste à s'intéresser, à développer, à utiliser des méthodes quantitatives pour tenter de répondre à des questions, en termes d'écologie des communautés principalement. Parce que on va dire dans l'imaginaire, habituel, la biologie, c'est plutôt ou les biologistes sont plutôt des individus avec, des grandes bottes, qui vont un peu, dans les coins, reculés, humides, inaccessibles ou en tout cas assez peu fréquentés, plutôt que des gens qui derrière leur ordinateur, font des analyses, hein. Le terrain, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, hein, et à mes débuts, à mes premières armes, j'ai fait, mes premiers contrats en tant qu'étudiant, avant même de terminer ma licence, hein, de travailler dans des laboratoires à l'Université de Montréal avec des chercheurs en écologie vraiment de terrain. Et j'ai adoré l'expérience. J'aimais bien me salir, être dans la boue, effectivement, des endroits plus ou moins hospitaliers. Il y a un truc par contre, je suis quelqu'un de peut-être un petit peu maladroit parfois et je revenais systématiquement de chaque été de terrain avec des points de suture ou des trucs dans le genre. Donc comme j'avais en plus une appétence pour la chose, un peu quantitative, un peu numérique et même déjà la programmation, hein, pour commencer à pouvoir utiliser des méthodes qui n'existaient pas nécessairement dans des logiciels, ça me semblait assez naturel et peut-être salutaire pour moi d'arrêter de faire du terrain. J'en fais à l'occasion ici maintenant, je sors avec des étudiants principalement, je fais du terrain dans un cadre de formation, mais on reste à marée basse sur l'estran en général, donc rien de très dangereux pour ma personne. Et donc ton quotidien, en fait, c'est la nature, c'est la biologie, mais médié par un rapport quantitatif principalement? Ou est-ce que tu analyses aussi des variables qualitatives, hein? On utilise toutes sortes de variables et effectivement, on va avoir recours à des variables qualitatives de temps à autre, mais en fait, les questions qu'on va se poser vont être avant tout, abordées par ce prisme quantitatif, hein, et on tente en fait le plus possible d'aller chercher la donnée la plus descriptive, la plus riche en informations possible qu'on peut avoir sous la main et donc en général, c'est du quantitatif. Après, ceci dit, il existe parfois des variables qui se suffisent en termes qualitatifs ou semi-quantitatifs qui nous conviennent. Un type de substrat, j'ai pas besoin de le mesurer, si je travaille sur quelque chose d'assez j'ai pas besoin de le mesurer très, très finement si je travaille sur quelque chose où l'étendue de la variation est assez large, où j'ai des choses assez contrastées. Par contre, on s'intéresse à des fois à des relations en fait, ben, je l'ai peut-être pas dit, mais de notre donnée de base, nous, la réponse qui nous intéresse, c'est la variabilité dans les communautés et donc on parle d'assemblage, hein, de d'espèces, des assemblages, des interactions entre ces individus qui appartiennent à différentes espèces, qui vivent au même endroit, au même moment et donc qui ont des interactions plus ou moins fortes entre elles. On ne connaît pas ces interactions entre ces espèces de manière très précise. On connaît un peu mieux leurs interactions avec leur milieu, avec leur environnement, physique, ou biotique parfois, mais qu'on parle, pas de manière plus grossière, pas les interactions entre les espèces elles-mêmes, mais
cette donnée est quantitative, elle est complexe parce qu'elle est multidimensionnelle et on veut essayer de la décrire, la comprendre statistiquement le mieux possible, le plus précisément possible. Les grandes questions que tu te poses ou que ta discipline se pose, ce sont lesquelles? Est-ce qu'elles sont, constantes? Est-ce qu'il y a des questions plus actuelles en ce moment? Il y a parfois des grands recommencements. Il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, qui est mené dans l'équipe et avec un de nos doctorants, s'intéresse à la relation entre la complexité de l'habitat et la diversité des communautés qui s'y trouvent, leur stabilité. Heu, c'est des questions, en fait, qui ont été abordées dès les années 60 et dans le domaine de l'écologie des communautés, bah, ça semble être, peut-être presque entendu, en fait, que plus cette complexité augmentait, plus la diversité de ces communautés allait augmenter. Ceci dit, on se rend compte qu'on regarde bien, c'est que de la plupart du temps, bah, cette notion de complexité, elle a été décrite très grossièrement et finalement, on comparait souvent des choses, je caricature un peu, mais comme un endroit où il y a aucune complexité avec de l'habitat, hein, 3D, à des endroits où il y a une complexité extrême et forcément, on trouvait des grandes différences. Nous, on s'intéresse à des choses plus fines. Donc on revisite un peu cette question, mais avec une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire où on peut quantifier des variations de complexité plus faibles au sein d'un même type d'habitat. Hem, il y a des d'autres questions qui vont rester, c'est, est-ce qu'on est capable, qui sont toujours là, est-ce qu'on est capable à l'aide de l'étude des communautés d'inférer finalement ces fameuses interactions qui peuvent exister entre les espèces? Parce qu'en fait, on comprend bien que ce qui va structurer les communautés, ce qui va expliquer qu'à tel endroit, à tel moment, je vais trouver telles espèces, tel cortège d'espèces dans telle relation d'abondance relative et avec telle abondance totale, bah, ça va être médié par différents facteurs. On pense de manière générale que certains facteurs qui sont aléatoires, des processus neutres où en fait, bon, je suis en Bretagne, hein, je suis dans un estran avec du sédiment meuble, bah, il y a une certaine loterie déjà, il y a certaines espèces des individus qui vont atteindre le lieu et d'autres qui simplement, par le hasard, n'atteindront pas, donc elles ne pourront pas s'implanter déjà. Ensuite, il y aura des filtres environnementaux. C'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop graveleux, c'est trop vaseux. Les espèces vont être triées sur ces bases-là et ça, on comprend assez bien encore une fois et par contre, il y a aussi un filtre d'interaction entre les espèces où là, ben, il y a une notion de compétitivité de toutes les interactions qui peuvent être de la compétition, de la prédation, du comment s'anime, c'est autre où là, on est très loin et on aimerait bien mieux les comprendre mais quand on est face à des types de communautés où il y a beaucoup d'espèces, où elles sont petites, elles difficilement accessibles à observer, ça devient très compliqué. Et moi, c'est pas vraiment une question que moi je me pose directement, mais c'est une question qui a animé de manière assez importante le domaine plus large hein, d'écologie, des communautés, de l'écologie quantitative numérique ces dernières années, cette notion de est-ce qu'on peut utiliser finalement notre donnée sur les communautés pour essayer d'inférer l'existence de relations, d'interactions entre les espèces. On peut inférer effectivement des relations, des interactions potentielles, mais pour le moment, on n'arrive pas vraiment à les démontrer avec ce type d'informations. Donc on comprend bien que ce qui un un des grands moteurs de ton activité, c'est d'écrire, d'analyser les variations de la biodiversité dans l'espace. Mais tu travailles aussi beaucoup sur ces variations dans le temps, je crois? Absolument. En fait, j'ai eu la chance d'être recruté. En fait, pour moi, hein, vraiment, c'était une chance d'être recruté ici à l'UBO, à l'Institut universitaire européen de la mer, donc basé juste à l'extérieur de Brest, à Plouzané. Parce qu'en fait, depuis majoritairement depuis le début des années 2000, suite au naufrage de l'Erika, il y a de grandes séries d'observations, de suivi, de la macrofaune, de différents aspects en fait de la biodiversité qui ont été mis en place, la macrofaune, mais la flore, les macroalgues et cetera qui ont été mis en place au tournant des années 2003-2004 qui venaient s'ajouter à certains suivis qui étaient là depuis plus longtemps, mais sur des zones beaucoup plus réduites. Et en fait, on se retrouve quand j'ai été recruté, moi, ça fait quelques années déjà, mais aujourd'hui, on a 20 ans, en fait, d'observation, sur tout le littoral breton, sur
je vais dire dans la zone intertidale qui est celle sur laquelle je travaille le plus, donc de balancement des marées, on se trouve avec, intertidale et subtidale pardon, mais par je voulais dire le sédiment meuble plutôt, où je travaille le plus. Il y a 4 habitats, mais on a aussi des environnements, des estran rocheux, hein, où on va avoir des implantations de macroalgues. Donc on a au moins 6 habitats différents qui sont suivis avec des protocoles standards depuis une vingtaine d'années et donc on a accès à une variabilité inter-habitat, donc des environnements physiquement différents, très très marqués entre eux, à une variabilité effectivement spatiale où, bah, une plage, qu'elle soit ici en bas de l'observatoire à Plouzané ou qu'elle soit en côte nord ou qu'elle soit plutôt, dans le golfe du Morbihan, bah, ce sera pas la même. Il y a des contraintes, des conditions qui sont pas les mêmes et en termes temporels aussi. On s'est intéressé, on a une thèse qui a été terminée il y a maintenant un peu plus d'un an, non, il y a exactement un an, qui s'est intéressé justement à analyser explicitement, les trajectoires temporelles de ces communautés. La Au niveau temporel, pour l'instant, ce qu'on se rend compte, c'est avec une analyse bon, on a 20 ans aujourd'hui, mais dans la réalité, dans la thèse, comme c'est très long, hein, de finaliser l'acquisition de ces données dans la thèse de Shirin Toumi dont je parle, il y a une quinzaine d'années qui ont été utilisées explicitement. En fait, on se rend compte qu'il y a une immense stabilité, de ces communautés dans le temps, malgré, les changements, les changements globaux dans lesquels on se trouve en ce moment et je parle bien, je te parle pas, j'insiste sur le fait que je parle sur la diversité d'une communauté dans son ensemble. C'est pas le fait qu'une espèce ou une poignée d'espèces sont pour l'instant augmentées, sont montent plus vers le nord, c'est des choses qu'on voit au niveau des espèces individuelles, on voit des changements dans les distributions. Par contre, nous, le niveau où on se positionne, bah, sur les 15-20 dernières années, dans les communautés qu'on étudie, on voit une immense stabilité, temporelle de ces communautés dans leur structure, c'est-à-dire quelles sont les espèces et les proportions, mais dans leur fonction aussi, parce qu'on s'intéresse aussi aux aspects, on décrit les espèces en fonction de comment elles s'alimentent, comment elles se déplacent, comment elles se reproduisent, de manière plus ou moins grossière et on voit cette stabilité qui est en fait, la variabilité sur ces 15-20 ans est minimale par rapport à la variabilité qu'on a au sein d'un seul habitat au niveau, géographique et dans la région Bretagne uniquement. Donc, elles nous intéressent, on les suit et c'est important qu'on les suive, mais pour le moment, c'est pas là qu'on voit les grands changements. Est-ce que ça arrive? Potentiellement, on ne sait pas. Oui et au contraire, ça vous permet d'avoir un niveau de référence. Vous pouvez montrer ainsi que ce qui fait référence, c'est pas un individu, la présence ou la force d'une espèce, mais bien, en fait, la une abstraction, une structure, en fait, cette communauté dont tu parles et alors même qu'elle est dynamique, elle se maintient, la structure en termes, de place fonctionnelle se maintient, en termes de proportion se maintient, même si à l'intérieur, les places, les occupants de ces places-là, peuvent changer. Mais comme ça, vous construisez quelque chose qui fait référence sur un temps relativement long. Tu parlais de 20 ans de mesure, mais on peut imaginer que cette communauté, elle est là depuis encore plus longtemps et donc ça vous permettra de repérer assez, j'imagine, rapidement si, il y a des basculements qui se font. Tout à fait et je veux dire quand je dis que c'est très stable, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas observé certains sites, hein, où ça change. On a des exemples, par exemple, sur les estrans rocheux où dans certains cas, on a vu des changements radicaux et on peut les mesurer effectivement correctement, c'est la radicalité de ce changement, justement en les comparant aux autres sites qui, eux, ont peut-être été très stables et n'ont pas varié pendant cette même période et cette notion de référence, moi, elle m'est très chère. Parce que, juste petite parenthèse, moi j'avais initialement été formé dans le domaine de l'analyse phylogénétique, donc construction des hypothèses sur l'évolution des espèces et donc sur des méthodes numériques quantitatives, hein, avec toujours un pied dans l'écologie malgré tout et j'avais à la fin de mon doctorat, je me trouvais dans une situation où c'était bien intéressant ce que je faisais, mais finalement, je voyais pas l'application, l'utilité, hein. Bien que dans tout le monde, dans toutes nos demandes de financement, on dit toujours que ça va servir. Personnellement, c'était très loin de moi et en fait,
parmi les premiers projets que j'ai menés en arrivant ici à l'UBO, on s'est intéressé et on continue à faire ce genre de choses-là, à développer des approches pour, être en mesure de quantifier, la qualité des habitats. On a des obligations, hein, juridiques, en termes de nos engagements avec l'Europe sur différentes conventions, mais on doit donc être en mesure de quantifier à quel point un habitat, un endroit, un lieu dans la mer, où nous on s'intéresse à la mer, mais ça peut être sur terre, est en bon état écologique. Ceci implique d'avoir ce fameux état de référence. Et cet état de référence, il a souvent été vu, comme étant quelque chose d'éminemment statique, de figé. Voilà, c'est la référence, elle est telle quelle. Vous avez telle proportion de tel type d'espèce, telle autre proportion de tel type et ça ne bouge pas. Et nous, dès le départ, dans notre réflexion, on a cherché à développer des approches où justement, on prenait en compte la variabilité et jamais, au grand jamais, je n'allais comparer une observation de 2015 à une observation de 1995 comme étant sa référence, à moins que j'ai vraiment rien d'autre à mettre sous la main. Au contraire, on voulait, dans notre définition de référence, inclure cette variabilité, inclure cet espace où en fait, ben, même un endroit où il y a pas de pression humaine anthropique, forte, il y a de la variabilité, elle est naturelle et qu'il faut qu'on l'intègre dans nos évaluations en tant que scientifique qui fait de la recherche fondamentale, mais aussi en tant que scientifique qui a une partie de son travail qui est d'éclairer un peu les politiques publiques dans la mesure du possible. En biologie, en biologie des populations, cette stabilité, on la connaît comme étant, comme tu le dis, dynamique avec des cycles, entre proie et prédateur, de façon assez, académique, des allers-retours, entre les populations qui se déplacent et qui vont revenir peut-être, 20 ans, 30 ans après, là où, dans un endroit qu'elles avaient quitté, ou des tendances en fait, fortes à la transformation d'un milieu en un autre, par accumulation de sédiments ou autre. Est-ce que c'est des choses aussi que tu peux déjà constater sur ces 20 ans de données? Hem, on c'est difficile, on n'a pas, on n'a pas mis en évidence très clairement, ces cyclicités. Il faut dire qu'on a une difficulté, même si c'est très riche le jeu de données qu'on a. Heu, on travaille principalement sur de la macrofaune benthique, sur les aspects fauniques, communauté. Donc c'est principalement dans les milieux de sédiments meubles, hein, du sable, de la vase, de la faune, qui est, relativement petite, qui vit sous le sédiment, et c'est des communautés, qu'on ne va pas aller, échantillonner, chaque mois ou chaque semaine. Non, au départ, on avait surtout les sites un échantillonnage à la sortie de l'hiver, si on veut, et donc et à l'automne, donc au début, on a la période de recrutement et une autre fois, à la fin de la période de croissance et de productivité, maximale dans nos régions. Aujourd'hui, pour la plupart des cibles, on a uniquement le point sorti de la période hivernale, sorti après les tempêtes ou, hein, le point zéro de l'état, avant qu'il y ait recrutement des juvéniles de l'année et cetera. Et donc on est quand même limité dans notre capacité sur ce type de données-là à évaluer cette cyclicité parce que, il y a des cyclicités annuelles, on n'y a pas accès étant donné notre pas d'observation. Les cyclicités qui sont à des échelles plus larges, on commence à avoir des idées, mais on parle d'échelles de 10, 15, 20 ans et c'est ce qui avait été déjà évoqué depuis longtemps dans la littérature au sujet de ce type de communauté. Et ben, avec 20 ans, si le cycle, il prend 20 ans, il faudrait que j'ai 40 ans d'observation pour être certain que c'est un cycle et que c'est pas juste, bah, une variabilité. Donc c'est des choses, par contre, on est en train je suis en train, bah, quand j'ai dit «on», moi, je m'intéresse et je maîtrise, hein, les aspects un peu théoriques de l'écologie et les aspects quantitatifs. On est en train d'élaborer un projet avec un collègue, pour, travailler justement sur cette notion de cyclicité avec des approches, qu'on a développées, qu'on a utilisées dans le cadre encore de la thèse de Shirin Toumi sur les trajectoires écologiques des communautés, mais avec de la donnée à beaucoup plus haute fréquence et sur des communautés de plancton qui varient beaucoup plus rapidement et pour lesquels il y a des 70-80 ans de données chez les collègues, les collègues anglais qui ont, des systèmes d'observation, c'est pas vraiment du participatif, mais c'est à grande échelle,
où en fait on a accès à une donnée beaucoup plus, à beaucoup plus haute fréquence et sur un système qui va bouger beaucoup plus rapidement. Et donc on souhaite commencer à s'intéresser à ces notions de cyclicité. Mais on peut pas les voir, comme, dans l'exemple classique du lynx et du lièvre qu'on a tous appris, dans notre deuxième année de biologie évidemment. Ouais. Est-ce que, parmi ces communautés, benthiques que tu étudies, il y a des individus qui sont connus du grand public? Il y a des choses que les gens connaissent, si vous vivez en Bretagne, vous êtes peut-être allé, aux Télines, comme on aime dire, au Blanc-Sablon pour aller chercher, quelques bivalves pour l'apéro. Bon, dans le coin ici, ce sont plutôt des donax, mais donc tous ces bivalves, donc ce qui ressemble à des moules, des huîtres, des choses comme ça. Il y a des crabes, il y a des choses qui bougent. Il y a toutes sortes d'animaux. Il y a principalement, hein, il faut le dire, il y a principalement des vers et principalement des vers dits polychétés. C'est beaucoup sur eux qu'on va travailler parce qu'ils représentent une diversité de modes de vie qui est assez incroyable. Certains de ces vers sont connus, peut-être un peu du grand public, je pense, peut-être dans la région en particulier, les vers arénicoles, par exemple, qui vont, si vous promenez sur l'estran, ça va faire des petites to des vous allez voir des petits trous, hein, donc à marée basse sur les plages de sable, ou un peu vaseux, vous allez voir des petits tortillons de sédiments à côté d'un trou. Bah, ce sont ces vers qui vont produire ça. Mais la très grande majorité, je pense qu'on est à soit dans les 60-70 de nos individus dans la plupart de nos communautés vont appartenir à ce grand groupe de vers, un polychètes, qui portent plusieurs choix, qui sont très diversifiés. Il y en a qui sont des prédateurs, il y en a qui sont des filtreurs, ils sont très différents. Donc les gens ont peut-être une idée générale de ce à quoi ça ressemble, c'est un ver. Certains sont mobiles, certains sont fixes, certains sont dressés, vivent dans des tubes. Mais ils sont pas, on parle pas d'un joli poisson ou de choses, très, très emblématiques, très charismatiques nécessairement, et très connues du public à part les quelques exemples. Les gens connaissent, je pense, principalement, ce qui sont les bivalves, entre autres, parce que ça finit sur les tables, entre autres, pendant le temps des fêtes, mais à toute occasion aussi qu'on a accès facilement à cette ressource. Pour tes analyses, tu utilises, quel type d'outils? Est-ce que c'est des outils qui sont là depuis très longtemps? Est-ce que c'est évolue ou, au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de renouvellement de ces outils? Oh, tu parles des outils, les méthodes plutôt les méthodes statistiques ou les outils vraiment, informatiques? Bah, les 2. Les méthodes en termes des méthodes numériques, nous, ce qu'on utilise, est beaucoup basé dans l'analyse de ce qu'on appelle les ressemblances ou les distances entre les observations, qui seront calculées de manière explicite ou non. Et donc, les gens ont juste pour faire un parallèle, les gens ont souvent une idée de ce qu'est une corrélation, hein, même, dans le Mmh. grand public, on a une idée. J'ai 2 variables, la température, et la pression atmosphérique. Je regarde comment elles varient ensemble dans le temps ou dans l'espace. Heu, Nous, notre outil de base pour regarder notre tableau de données et c'est plutôt qu'on le prend dans l'autre sens. En fait, j'ai des moments ou des endroits où j'ai observé la communauté et je peux avoir 400, 500, 600 espèces. Je vais pas je c'est pas intéressant et c'est pas pratique de regarder, hein, les corrélations entre chaque paire d'espèces, hein, parce que, bah, on a 10 espèces, il faut déjà regarder 45 de ces corrélations, on va très rapidement ne pas s'en sortir. Et donc on calcule quelque chose de similaire, qui est une fonction, une corrélation, c'est une fonction entre 2 variables. Nous, on va plutôt calculer une fonction entre 2 observations sur la base des espèces qui y sont présentes. Et donc cette façon de regarder le tableau de données, ça, c'est quelque chose qui va persister, qui va avoir donné lieu, dès les débuts de la discipline, hein, où on a pu faire ce genre de choses-là, à des tableaux qu'on pouvait, résumer à l'aide de méthodes de groupement, à l'aide de méthodes, donc on va dire d'ordination en espace réduit, hein, qui vont permettre de passer d'un tableau qui a beaucoup de dimensions à une représentation optimale ou aussi optimale que possible en 2 dimensions sur la feuille d'un papier, d'une publication scientifique ou d'un livre. Hem et même si je fais un pas en arrière, hein, la naissance de ces approches numériques à l'étude des communautés, on peut remonter, au tournant du siècle, mais pas le dernier, l'autre avant, hein, Mmh. et dans le domaine de l'écologie des communautés végétales et c'est en France, hein, que c'est un peu né avec les méthodes, Braun-Blanquet, qui étaient, des méthodes de relevé
ça s'appelait de la physiosociologie, mais en fait où on quantifiait, et certains utilisent encore parce que c'est une méthode rapide et qui peut être pratique dans certaines applications, quantifiait les communautés végétales et pour très rapidement dresser une typologie, tirer des conclusions. Donc on vient de loin, maintenant on est beaucoup plus, quantitatif dans la façon de procéder, du moins pour nos approches à nous et ça évolue. Forcément, il y a des développements constants dans ce domaine-là, heu, où on est mais à la base, on est quand même sur cette idée de regarder l'association entre les observations plutôt qu'entre les variables directement. Pour les outils, informatiques, on a la chance aujourd'hui de pouvoir fonctionner dans un environnement où, il est possible de faire toutes ces choses-là avec du logiciel, ouvert, libre et gratuit. Moi, dans mon travail et dans ma formation, j'utilise principalement le langage R dans mon enseignement. Ce n'est pas limité à ça, il y a forcément des choses en Python, que moi je manie moins, mais je sais qu'on pourrait très bien faire la plupart de ces choses-là. Mais la communauté, d'écologie des communautés dans le quantitatif a plutôt adopté l'outil R très très majoritairement. Il y a des gens qui travaillent en Julia selon, qui travaillent sur des modèles de réseaux d'interaction, des choses comme ça, selon ce qui est choisi. Il existe évidemment toujours des outils propriétaires et payants, qui permettent de faire ces choses-là et on voit encore beaucoup de gens les utiliser. Le principal est probablement un logiciel qui s'appelle Primer, ePrimer aujourd'hui, qui est développé, qui a été développé et qui est toujours développé au laboratoire de biologie marine de Plymouth, au Royaume-Uni et en fait, qui est un logiciel qui est là depuis la naissance de l'écologie numérique pratiquement. C'est là depuis, les années 70-80. Forcément, ça, c'est là et ça a marqué c'est un logiciel qui a beaucoup marqué la pratique, en particulier pour les écologistes marins parce que, ce logiciel qui était vendu, hein, et qui est toujours vendu, venait avec un manuel qui était finalement un bouquin. Bouquin, on va vous expliquer comment faire, on va vous donner un cours et des formations. Et en fait, la façon de procéder qui est prônée par les développeurs de ce logiciel, forcément, a beaucoup a laissé c'est une très forte empreinte, sur la pratique, encore de nos jours, parce que, on apprend souvent, avec notre directeur de thèse, qui a appris avec son directeur de thèse et c'est pas toujours facile quand le corps de métier de l'équipe du labo, c'est avant tout l'écologie et la biologie. C'est pas toujours évident de voir qu'il y a peut-être d'autres façons de faire autour. Moi, j'essaye de présenter à mes étudiants, heu, ces différents outils, leur existence, du moins, j'ai pas malheureusement pas le temps de tous les faire essayer, mais j'essaie de leur brosser aussi une petite historique et de comprendre pourquoi certaines personnes vont aujourd'hui, travailler d'une telle manière et pas d'une autre et vice versa, par exemple. C'est lié beaucoup à l'existence de ces logiciels. Moi, j'ai été formé à l'Université de Montréal, par un des pères, de l'écologie numérique dans le sens que c'est, le duo de frères, Pierre Legendre et Louis Legendre, deux biologistes qui ont un peu nommé cette discipline et édité un bouquin qui porte, ce nom et très rapidement dans le laboratoire de Pierre Legendre à l'Université de Montréal il y a eu toujours dès le départ, ils avaient embauché un informaticien qui développaient des logiciels. Ils n'étaient pas ouverts parce qu'ils étaient distribués, compilés, mais qui étaient libres et gratuits dès le départ, dès que ça a été possible et donc il y a toujours eu ces outils, cette façon de faire, un peu moins convivial en termes d'interface et tout, mais qui permettait de faire ces analyses. Il suffisait d'avoir un ordinateur et on téléchargeait, ou on demandait la disquette à l'époque, je pense et on pouvait travailler sans payer autre chose que les frais de port pour la disquette ou les quelques disquettes qu'il fallait. L'avantage avec, un logiciel comme R, hein, c'est que, il est développé par la communauté pour la communauté. Il va te permettre d'aller chercher, j'imagine, des systèmes de calcul ou qui ont été développés pour d'autres disciplines, par exemple, ou pour d'autres objets, de les importer, tels quels ou éventuellement de les modifier un petit peu ou au contraire de développer de quelque chose de complètement ad hoc par rapport à un problème que tu as à un moment donné? Oui, absolument. Si on regarde le projet R, en fait, c'est monstrueux la quantité, en fait,
de package ce sont des greffons, hein, comme un greffon d'un navigateur qu'on peut ajouter à l'outil de sa distribution de base, au point que depuis de nombreuses années, sur la page du projet R, il y a en fait une façon de regarder. Ils sont à 20 000 ou 30 000 packages, je pense, aujourd'hui, je sais plus. En fait, ils ont mis en charge des éditeurs, finalement, pour maintenir des pages, et je crois qu'il y en a une quarantaine ou une cinquantaine sur des topos, spécifiques. Vous voulez faire, justement de l'analyse de données environnementales, ou vous voulez faire de l'actuariat, ou vous voulez faire des séries temporelles, et donc on peut aller, et de temps en temps, moi je le fais, aller jeter un œil à ces pages pour voir, est-ce qu'il y a des nouveaux outils? Est-ce qu'il y a quelque chose, de disponible? Mais encore là, il faut un peu avoir cette curiosité, pour aller chercher. C'est pas toujours évident parce on est un peu, vu la masse de choses qui sont là, c'est parfois impressionnant, mais certains développements dans le mét dans le domaine, certainement viennent d'emprunts à d'autres disciplines. Je pense à l'analyse des trajectoires écologiques explicites. En fait, Miquel Descaceres, un collègue qui est à l'université de Barcelone, a développé cette méthode en regardant ce qui se passait dans des domaines autres que l'écologie. Ses aspirations premières sont des articles d'économie, si je me trompe pas. Donc on peut aller chercher ces choses-là, et oui, avec R, mais ce serait vrai avec Python. Il y a une communauté très active aussi sur le net. Simplement, certaines disciplines, je pense, se sont plus développées, hein, sur un outil plutôt que sur l'autre. Ça ne veut rien dire, je pense, sur la qualité ou la validité des outils en tant que tels. C'est simplement que la communauté s'est retrouvée, plutôt sur un outil ou sur l'autre, et ça changera peut-être dans les années à venir, selon les velléités des acteurs qui vont proposer les outils numériques, les outils informatiques, pour permettre de faire les méthodes que les écologistes veulent utiliser, en fait. Est-ce que, dans cette discipline, dans cette communauté, des outils, se développent, avec, les nouvelles capacités, des machines pour faire de l'apprentissage? Est-ce De mon côté, non, c'est pas quelque chose qui est développé. Par contre, une chose est certaine, je pense à des trucs évidemment, pour des suivis, et on a des programmes de suivi ici, où, la prise de photos, est un outil dans le suivi. Par exemple, on a des plaques, qu'on installe, des plaques qui sont posées au fond de la rade de Brest, qui sont visitées, photographiées sur une base régulière toutes les semaines, et cetera, qui éventuellement sont retirées, sont grattées pour récolter les organismes, et cetera. On les laisse un certain temps au fond. Mais pour s'il y a un endroit où on sait que ce type d'outil d'apprentissage automatique, d'appel à l'intelligence artificielle est fonctionnel, et va probablement faire en sorte que dans 10 ans, on n'aura plus besoin de radiologistes pour analyser les résultats de nos radios à l'hôpital, c'est l'analyse d'images, et sur ces aspects-là, ça veut dire que nous, potentiellement, on peut, sur les aspects acquisition de la donnée et de suivi, on peut exploser un peu notre capacité à aller chercher notre donnée, parce que prendre une photo d'une plaque une fois par semaine au fond de la rade, quand on est en laboratoire de biologie marine, c'est quelque chose d'assez facile, hein. On a chaque semaine qu'il y a des plongeurs qui y vont. Pareil, si on veut suivre des couvertures d'huîtres, de bigorneaux, ou d'autres, pardon, de patelles, ou d'autres organismes sur des estrons rocheux, on prend une photo, c'est facile. Par contre, être capable de rapidement passer cette photo-là à un ordinateur, puis dans l'espace d'une minute, elle nous donne le résultat de qu'est-ce qu'il y a en fait comme information biologique. Ça, ce serait une révolution, parce que, c'est très long sinon de mettre quelqu'un devant la photo et d'identifier chacune des choses qui s'y trouvent, et de cliquer et de faire du détourage. Ça, ce serait une explosion en termes de disponibilité, et je sais qu'il y a beaucoup de projets, dans qui travaillent, pour beaucoup de gens qui travaillent sur ces aspects-là. Un autre, pan, de possibilités s'est ouvert on va dire, ces 10 dernières années avec les sciences participatives, hein. C'est des choses qui t'intéressent, hein? C'est quelque chose qui m'intéresse. Quand c'est bien fait, il y a que du bénéfice, parce que en fait, ça donne, et si c'est bien construit, ça donnera de la donnée scientifiquement exploitable, heu, pour faire pour vraiment mener de vraies études scientifiques. À côté, ça permet une éducation populaire à la science,
Et Dieu sait, Dieu, bah, nous savons qu'il y a, selon moi, malheureusement, un déficit, je pense, d'éducation, non pas à la science en tant que la connaissance, mais de ce qu'est la science, de comment fonctionne la science, quel type de questions, quel type de réponses, la science peut nous apporter. Et je pense que ça a été, cruellement exposé, dans les années, 2020 à aujourd'hui. Hem Où en fait, les gens se rendent pas nécessairement compte de qu'est-ce que c'est le travail d'un scientifique, comment il peut arriver à des conclusions et pourquoi il a souvent une réponse qui est légèrement ambiguë. Et d'impliquer les gens, dans ces projets-là, ça, en plus de les informer sur, bah, leur milieu immédiat, les problématiques, les enjeux qui peuvent toucher leur territoire immédiat parce qu'ils vont aller observer des choses dans leur territoire et peut-être sur des organismes ou des milieux qui leur tiennent à cœur. Mais en plus, ils seront normalement invités à des journées où des scientifiques vont venir présenter les résultats, ce qu'on peut faire avec le travail, quelles sont les questions, quels sont les enjeux et donc une meilleure connaissance de ce qu'est la science, comment elle fonctionne surtout. Et c'est vraiment cet aspect-là, plus que la connaissance elle-même, parce que la connaissance, bon, quelqu'un qui s'intéresse aux tortues, il va lire sur les tortues, il va prendre des trucs, des bouquins de vulgarisation, regarder un ou écouter un podcast, regarder un documentaire, il saura des choses sur les tortues. Mais je pense plus à la manière dont cette connaissance a été créée. C'est pas en regardant un documentaire sur les tortues qu'on le saura. Il faut aller parler à un scientifique qui nous explique comment il fonctionne, comment il travaille et s'impliquer dedans, c'est très bien. Personnellement, dès qu'il y a eu quelques occasions où on m'a demandé de participer à l'analyse de données de sciences participatives, pour l'instant, je pense à deux projets de sciences participatives qui ont été, pilotés ici ou qui le sont toujours d'ailleurs à l'UM, pour lesquels, j'ai bien évidemment dit oui parce que je trouvais ça très intéressant. Le premier, c'est un projet qui malheureusement n'existe plus dans sa telle forme, mais pendant 18 ans, il y a une trentaine de cours d'eau bretons qui ont été suivis pour la qualité de l'eau, en partenariat avec des lycées agricoles où chaque semaine, en fait, un prof de lycée agricole et sa classe allaient prélever, un des bouteilles d'eau finalement à côté de leur lycée et les analyses étaient faites chimiques bien sûr ici à l'UM et on a pu, chaque année il y avait une journée de vulgarisation où tous les lycéens étaient invités et on a pu produire un article scientifique, avec des collègues bien sûr hydrologistes hydrologues parce que moi je ne connais pas ces choses-là, mais j'ai participé à l'analyse des données. Et en ce moment, on travaille sur un projet qui a été développé ici par des collègues, qui travaillent sur le plancton, c'est Objectif Plancton. Heu, c'est un projet de sciences participatives qui est génial, qui a été, il faut le dire et ça c'est là que c'est intéressant aussi, qui a été initié à la demande des plaisanciers de la rade de Brest qui ont contacté Oceanopolis, qui ont dit: «Eh, nous on est là, on est sur l'eau, c'est notre endroit où on fait on fait de la voile, on profite de cet endroit. On aimerait pouvoir participer à un projet scientifique». Et c'est sur ça que les collègues, je ne suis pas du tout moi à l'origine du projet, ont mis en place ce projet Objectif Plancton et qui de mon point de vue, un objectif qui fournit de la donnée non scientifique, non seulement de qualité, mais complètement inaccessible autrement. Parce que le plancton, c'est quelque chose qui, par définition, se déplace pas par lui-même, qui est déplacé dans la masse d'eau par les courants, qui va couler, qui va remonter selon le mot me vient en anglais, buoyancy, sa flottabilité, si on veut. Et en fait, on a une difficulté quand on est un scientifique, c'est qu'on a un navire de station ou un navire océanographique et quand on va aller, étudier ceci, on va aller dans notre masse d'eau qui nous intéresse avec un filet à plancton et ben, il va avoir, un problème, c'est que les différents endroits seront échantillonnés à différents moments. Je serais incapable de prendre de la rade de Brest, par exemple, moi, avec mon navire de l'UM, un instantané de ce qui se passe dans la rade de Brest à un instant donné. Bah, avec Objectif Plancton, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit: «Ben, écoutez, on va avoir, je pourrais pas vous dire combien de temps, je sais pas te dire combien de bateaux il y a chaque année, mais c'est fait chaque année, peut-être certaines années plusieurs fois par année et un certain nombre de bateaux, de plaisanciers sont répartis dans la rade de Brest, avec toujours à bord un observateur scientifique et ils ont été formés à la récolte de la donnée en amont
et tout le monde, à la même heure, au même moment, fait son prélèvement. Et ça, c'est inaccessible de donner comme ça si on ne fait pas appel à des citoyens, à la science participative, et ça nous donne l'accès à quelque chose qui est quand même incroyable. Et je suis en train de participer avec un collègue et une étudiante en doctorat à l'analyse de ces données en ce moment-là, justement. Et comment tu arrives à restituer en fait ta partie, c'est-à-dire des statistiques multidimensionnelles qui sont pas vraiment intuitives à la base? Comment dans des projets comme celui-là, par exemple, tu arrives à retransmettre, la façon dont tu as travaillé, le mécanisme lui-même? Heu, bon, on va être honnête, hein, aujourd'hui, c'est surtout j'encadre les étudiants à faire le boulot. Donc je m'assure déjà qu'ils aient bien compris, eux, ce qu'on est en train de faire ensemble. Après, ce qui est important, c'est de trouver et c'est pas toujours évident, des représentations graphiques claires, lisibles, qui vont résumer finalement notre pensée, et un truc que j'encourage tous mes étudiants à faire, c'est oui, on a des résultats bruts, hein, on fait de l'analyse multidimensionnelle, on a des figures, on va qui ressemblent à des arbres, des dendrogrammes, on va représenter des groupements, où on peut combiner des différents groupements à l'aide de diagrammes en tuiles. On a ce qu'on appelle des diagrammes de double projection ou de triple projection aussi pour ce qu'on appelle nos ordinations, des choses comme ça. Des diagrammes de veines, ou des diagrammes de Gantt pour montrer les parties partagées ou non partagées entre des espèces partagées pendant des sites, mais ou des pourcentages de variance expliqués ou non, par des ensembles de facteurs explicatifs. Donc de la variance, pour moi, c'est de la diversité de ma communauté. Et donc il y a des outils, mais tous ces outils demandent, quand même un certain entraînement, hein, pour être lus, correctement. Et moi, ce que j'encourage, vraiment, mes étudiants à faire aujourd'hui, c'est, bah, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a sorti ces graphiques qui demandent une compréhension de la méthode finalement pour le savoir. Une fois qu'on a réfléchi et qu'on pense avoir les causes, c'est simplement de finir avec des figures conceptuelles. Parce qu'effectivement, les méthodes d'analyse sont abstraites. Qu'on parle d'espace à plus de 3, à plus de 4 ou 5 dimensions, déjà, on commence à faire appel à l'imagination des gens. Les concepts écologiques, sont abstraits, et il faut comprendre, c'est pas téléologique à nos arguments, ce qui se passe, ça se passe pas parce que quelqu'un ou quelque chose a décidé que ce serait comme ça, c'est simplement, la machine, on essaie de comprendre comment elle marche. Une fois que ceci est fait, une fois qu'on a fait l'analyse, qu'on l'a bien digéré, c'est de sortir un schéma conceptuel. C'est pas toujours évident. Des fois, ça prend plusieurs semaines où on travaille ensemble, on met ça, on laisse mijoter, on revient, on le barbouille, on le change, mais c'est vraiment la meilleure façon au final de transmettre la conclusion, parce que la question à la base, elle reste écologique, elle reste biologique. Et il faut c'est dommage si on n'arrive pas à atteindre le la ch finalement la chose qui est intéressante, qui est le processus écologique derrière le résultat qu'on observe, parce que la méthode nous fait un peu peur, ou parce que la méthode nous est pas tout à fait atteignable. Donc un schéma conceptuel simple, hem, peut être l'outil idéal pour comprendre en fait ces résultats très complexes parfois. Et puisqu'on parle d'étudiants, qu'est-ce que tu conseilles, à des personnes qui voudraient, se former, aller travailler en fait, dans ces méthodes-là ou avec ces méthodes, que tu as présentées? Écoute, si c'est pour les si c'est vraiment pour travailler avec ces méthodes dans un contexte biologique, heu, j'encouragerais vraiment les gens dès la licence, il existe des licences en mathématiques, biologie. Attention, avec différentes orientations, hein, qui peuvent être plus ou moins adaptées à un parcours comme le mien. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, hein. Moi, j'avais pas accès à ça. J'avais pas pensé même à ça, en rentrant à l'université, que j'allais finir comme ça. J'étais très, très bon en maths, hein, avant l'université, mais je voyais pas tellement d'utilité, et donc mes résultats allaient décroissant, et puis c'est en rentrant à l'université que j'ai fait: «Ah mais en fait,
ça peut me servir à faire de l'écologie, de la biologie, c'est sympa. Je vais m'y remettre sérieusement. Mais par contre, si on a déjà cette idée, il existe des programmes. Il y en a un, je sais que pas loin d'ici, à Roscoff, université Sorbonne Université, ils ont un programme en maths info. Je connais plusieurs personnes qui sont passées par ce programme-là et ça donne une très bonne, pas maths info, pardon, maths biologie. Ça donne une très bonne base pour s'attaquer à ce genre de questions-là parce que je pense pas que la personne qui a fait un parcours pur mathématique est nécessairement la plus apte à attaquer ce type de recherche-là, parce qu'il faut un bagage en biologie. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Je connais des gens qui sont à la base des mathématiciens, qui se sont dit un jour: «Eh mais en fait, je veux faire de la biologie avec mes connaissances en maths», qui ont fait le nécessaire pour se former par des formations ou en autodidacte à la biologie et qui sont de très bons praticiens. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir les 2 et il est important de comprendre les théories, les mécanismes écologiques qu'on étudie, parce que sinon, ben, on peut arriver à des propositions qui tiennent pas la route, en fait, parce qu'il y a des problèmes, il y a des questions qui sont propres à la biologie en général et à la biologie et l'écologie des communautés en particulier. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Gauthier. Merci, Josquin de Base. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.